Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu et vous êtes bien sur le répondeur des Human Coders. Je suis content d'être avec vous dans cette nouvelle édition de ce podcast où l'on va parler techno, de pratiques de développement ou de sujets plus généraux mais toujours en lien avec l'informatique. Le concept de ce podcast est assez simple. Dans chaque épisode, je vous pose une question et vous pouvez me répondre par vocal. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial parce que c'est Halloween. Et quoi de mieux pour l'occasion que de parler de nos pires expériences de développeurs. Je me souviens par exemple d'un projet d'art génératif en WebGL sur lequel je travaillais avec Camille. Il devait fonctionner sur mobile et à quelques jours de la mise en ligne, alors que tout fonctionnait mais vraiment très bien, on a fait un dernier test sur BrowserStack et là, des pixels roses apparaissent un peu partout sur différents rendus, sur un tas de téléphones et notamment sur des modèles Samsung qui sont très utilisés. Il faut s'imaginer qu'on était vraiment pas loin du moment où on devait livrer le projet. Le debug était vraiment difficile et on avait moins d'1 an d'expérience en WebGL. Le calcul se fait sur la carte graphique, donc on n'a pas de moyen d'avoir accès à une console ou de solution simple pour inspecter le résultat du calcul de la couleur d'un pixel en particulier. On ne pouvait pas débugger en local et on n'avait pas accès au LLM qui nous sauve la vie aujourd'hui dans ce genre de cas. Avec Camille, on a passé un temps fou à comprendre d'où venait ce bug. Après avoir localisé le problème par dichotomie, pas moyen de comprendre ce qui produit ce genre de résultat. C'est finalement du coup un développeur plus expérimenté sur Slack qui nous a mis sur la voie. En fait, ça venait d'un problème d'overflow dans certaines situations qui étaient traitées différemment selon les cartes graphiques des téléphones. Une vraie galère, pas fun du tout, sur lequel on aurait aimé ne pas passer tout ce temps. Alors pour cet épisode, je te propose de partager les pires galères de développeurs que tu as eues. Des bugs mystérieux qui surgissent sans prévenir, un piratage qui arrive au pire moment, ou un projet maudit qui hante tes nuits. Dis-moi comment tu as réussi à affronter ces moments difficiles. Et surtout, comment est-ce que tu as fini par en venir à bout? Est-ce que tu as une anecdote terrifiante ou une expérience flippante à nous raconter? Vous êtes bien sur le répondeur des Human Coders, laisse-nous un message après le bip. Salut Matt, c'est Eric Burel, formateur Next et Astro chez Human Coders, et aussi consultant indépendant à mes heures perdues. Et justement, je t'appelais parce que j'ai une histoire de consultant pour toi, une histoire à dormir debout, un peu étrange. C'est l'histoire d'un consultant qui utilisait tellement de LLM qu'il a fini par se transformer en LLM. Je t'explique la situation. Cette année, je travaille sur un dossier difficile. On doit faire une synthèse des travaux d'une entreprise sur l'année. Le délai est très court, le sujet est complexe, on a plein de documentation, le truc classique de consultant. Donc on recrute un freelance en soutien pour nous épauler. Il dégrossit les dossiers, pose les bases du plan, ok, tout va bien jusque-là, travail classique de consultant. Puis on lui demande d'ajouter des intros, des conclusions, des résumés, tout ce qui fait le lien d'un bon dossier dont on est fier en tant que consultant. Et on s'est dit qu'il utilisait quand même beaucoup d'adverbes et d'adjectifs. On s'est dit, waouh, c'est un consultant qui a quand même beaucoup de vocabulaire et qui aime bien utiliser des adjectifs. Par exemple, quelqu'un qui va te dire que React, c'est une technologie qui facilite le développement d'applications web dynamiques et interactives. Jamais un adjectif tout seul, quoi. Jusque-là, tout va très bien. Ensuite, on lui demande d'aller un peu plus loin, par exemple, de faire une analyse des solutions existantes et de bien définir les termes, ce qui fait un bon dossier. Pour ces définitions, il commençait à utiliser beaucoup de bullet points, toujours par 3. Par exemple, il nous disait que les avantages de React sont les composants réutilisables, point 1, le DOM virtuel, point 2, et le flux de données unidirectionnel, point 3. Mais toujours par 3, comme ça. On s'est dit, waouh, c'est quand même quelqu'un qui pense de façon très structurée, il aime bien les bullet points. Pourquoi pas, c'est clair et concis. Jusque-là, tout va bien. Et puis, on lui demande de rajouter là-dessus quelques documentations écrites en anglais. Bon, en informatique, c'est évidemment complètement inévitable, hein. Euh, et puis, là, il s'est mis à traduire, en fait, tous les mots en français, même des trucs que tu traduirais jamais de ta life. Par exemple, c'était le genre de consultant qui disait quadriciel pour framework. Alors, on a dû vérifier. Non, il n'était pas québécois, hein. Voilà. Donc on s'est dit, bon, c'est quand même quelqu'un qui aime beaucoup la langue française, hein, un vrai défenseur de l'académie.
Super. Mais bon, avec tout ça, quand même, il a fallu qu'on réalise qu'il y avait un problème. Ce consultant ressemblait beaucoup à un LLM. Et alors, on en est arrivé à la conclusion qu'il était peut-être en train de se transformer lui-même en LLM. Et je pense qu'on avait raison parce qu'on a fini par perdre complètement le contact. À la fin, il commençait toutes ses phrases par «Je peux te fournir des informations et des conseils basés sur des connaissances variées, mais je ne remplace pas un consultant professionnel avec une expertise spécifique». Il est lui-même consultant, c'était quand même très bizarre. Il remâchait même en boucle les mêmes paragraphes en les reformulant de manière de moins en moins compréhensible pour en faire des tweets, par exemple. Bref, il partait complètement en hallucination. Voilà, aujourd'hui, ce consultant travaille plus avec nous, mais on pense qu'il coule une vie heureuse quelque part, dans un data center, bourré de GPU, à manger de la RAM virtuelle. Voilà, écoute, c'était l'histoire du consultant qui utilisait tellement de LLM qu'il a fini par se transformer en LLM, en espérant que tu ne le croises jamais au détour d'un dossier difficile. Hello, c'est Jean-Philippe Baconnet, je suis à Zenica à Nantes en tant que consultant et je suis aussi co-orga des Human Talk à Nantes. Alors par rapport à ton message, alors oui, ça m'est déjà arrivé de faire des boulettes, que ce soit sur du code, sur des opérations en base de données ou tout simplement sur mon poste, sur mon ordi. Et je pense que je ne suis pas le seul à en avoir fait. Alors bon, moi j'ai plutôt une anecdote à te raconter. Alors je pense que parmi celles et ceux qui nous écoutent, vous l'avez déjà fait. C'est autour du fameux RM-RF étoile, cette magnifique commande qui permet de faire des dégâts. Alors je vous remets un peu de contexte. J'étais dans une équipe où on avait des postes Windows depuis plusieurs années et on avait des contraintes d'installation de postes et avec la conteneurisation, alors notamment, on a poussé pour avoir des ordis Linux, pour avoir plus de liberté en termes d'install de poste, de configuration, etc., etc. Et on avait réussi à avoir des ordis Linux. Donc un vrai confort pour nous en tant que dev. Et la contrepartie, c'est qu'on était responsable de nos machines et de son installation. Donc après avoir installé Ubuntu, on a voulu installer pas mal d'outils. Et pour moi, c'était quelque chose qui était nouveau. Enfin, en tout cas, moi, j'avais des Mac depuis pas mal d'années d'un point de vue personnel. Et là, ma dernière utilisation de Linux datait de mes études, donc un petit peu d'années. Et aussi un petit peu d'efforts à revenir sur cette plateforme. Donc après avoir installé différents outils, mon ordi était quasi prêt, il était entièrement configuré et coup classique, je me suis dit que j'allais faire un peu de ménage parmi toutes les installations que je venais de faire. Et puis bah voilà, pour faire du ménage sous Linux, la commande rm permet vraiment de faire des choses sympas. Quand on met l'attribut "-rf" permet d'aller récursivement et forcer la suppression de choses. Et puis derrière, on met le pass. Et en pensant être dans un répertoire, et ben j'ai fait un rm-f étoile. Sauf qu'en fait, j'étais à la racine de mon ordi et donc ça commençait à tout supprimer et au fur et à mesure, enfin moi je me suis pas rendu compte, et au fur et à mesure que la commande effectuait son travail, je voyais mon ordi qui se comportait un peu étrangement avec, par exemple, mon navigateur qui se fermait, enfin des choses comme ça. Donc un comportement bizarre, mais au final, c'était pas si bizarre que ça. J'étais juste en train de supprimer tout ce que j'avais à la racine de mon ordi. Donc voilà, une petite boulette que j'ai arrêtée et avec ça, forcément, ça a permis déjà de m'en souvenir, parce que ça remonte quand même à plus de 4 ans, je dirais. Et puis bah, de devoir reconfigurer mon ordi. Donc voilà, une petite boulette, je m'en souviens encore, et que je voulais te partager. À plus tard, salut! Dans l'ombre du terminal, des bugs se cachent. Discret, les lignes s'en mêlent. C'est la nuit des cauchemars. Chaque nuit, je traque les fantômes numériques, les démons du code. Je les combats sans répit. Salut Mathieu, bah écoute, j'espère que tu vas bien. Je t'appelle pour te parler du thème extrêmement spooky du pic de charge non désiré. Alors c'est une histoire qui remonte à 2011, ça date pas mal. Euh, je suis co-organisateur du Startup Weekend de Nice Sophie Antipolis.
Et le vendredi soir, on discute avec Franck Noriga, qui est un des 3 créateurs de Startup Weekend. Et il nous dit qu'il y a un autre Startup Weekend qui se passe à Lausanne. Et du coup, il dit que c'est assez sympa de faire des petites batailles comme ça sur les réseaux pour faire parler des 2 événements. Et donc, il nous propose un peu de faire une bataille, de définir des hashtags qu'on poste sur Twitter. Twitter, à ce moment-là, est vraiment le réseau social pour ça. Et donc, d'essayer de faire une bataille entre les 2 Startup Weekend pour voir celui qui va le plus partager sur les réseaux. Et donc, à la fin de la discussion, je cherche un outil pour comparer le nombre de tweets et je trouve pas. Et donc, je me souviens avoir vu dans ma veille techno des jours précédents une API qui s'appelait Topsy, qui a été rachetée par Apple depuis, et qui permet justement de faire ce compte. Je regarde si elle est payante. Non, elle est gratuite. Et donc, je décide de coder un proto le vendredi soir. Donc, c'est un événement qui se passe dans un week-end, comme son nom l'indique. Donc, je décide de coder un petit proto le vendredi soir. Et donc, le samedi matin, je reviens avec un site où il y a 0 design. Et du coup, il y a d'un côté le nombre de tweets depuis un jour sur l'hashtag du Startup Weekend de Sophie Antipouli. C'est le même pour Lausanne. Les gens s'amusent beaucoup avec ça et pendant toute la journée, on me demande mais on pourrait pas mettre d'autres hashtags juste pour tester, j'aimerais trop jouer avec ça. Et ce qui est incroyable à cette époque-là, c'est que l'API de Topsy, donc libre d'accès, j'ai même pas besoin d'avoir une clé si je me souviens bien. Et l'API me donne le nombre de tweets postés avec la recherche que j'y donne, et un peu être complexe. Donc c'est pas forcément qu'un hashtag, ça peut être même avec des ou, des et, enfin tout ce que permet à peu près la recherche Twitter. Et j'ai le compte de tweets postés sur l'heure, le jour, la semaine, le mois, et depuis la création de Twitter, ou en tout cas depuis la création de Topsy. Donc c'est des stats incroyables, et les stats sont live. Donc je peux taper sur une API de manière live, et il n'y a aucun problème. Donc le site évolue. Donc je développe ce truc-là le samedi. Et donc je sers une page statique qui, avec du JavaScript, va taper toutes les 10 ou 30 secondes sur l'API de Topsy pour chaque personne qui regarde, et on a les stats live, ce qui est incroyable. Le samedi soir, il y a Damien Lenoy, quelqu'un que je rencontre là-bas, je pense, et je crois qu'on se rencontre là-bas, et du coup on devient potes, et du coup lui me dit écoute, ton site il est super sympa mais il est moche, et du coup pendant la nuit il va m'aider à son tour, alors qu'il est participant au Startup Weekend, il va m'aider à faire le site, à rendre le site plus agréable, parce qu'il ne l'était clairement pas. Et donc le dimanche, on voit que les gens s'amusent beaucoup. Au moins, ça remplit ce qu'on voulait faire. C'était une bataille de hashtags et de tweets entre les 2 Startup Weekend, et ça marche de ouf. Les gens s'éclatent avec ce site et ils n'arrêtent pas de comparer. Et du coup, ça a l'effet que ça a, c'est que les gens postent plus qu'ils auraient fait s'il n'y avait pas ce site. Assez rapidement, on a de la presse. Donc on fait rien du tout, mais les jours d'après, il y a TechCrunch qui en parle, Presse Citron, quelques blogs de l'époque. On passe même sur Game One, moi qui regardais ça toute mon enfance, je suis fou de voir que on leur a rien envoyé, hein, vraiment il y a aucun communiqué de presse, rien du tout, c'est juste que le site est marrant. Et du coup, ça va être vachement utilisé dans les Startup Weekend à travers le monde, et donc presque toutes les semaines, on reçoit des photos de notre site sur un grand écran dans différents lieux du monde où c'est écrit dans toutes les langues, et voilà, ça continue comme ça. Et donc c'est bon, alors, on comprend le concept, hein, c'est que c'est utilisé pour des batailles de hashtags, donc c'est très événementiel, donc assez vite, notre analytics est vraiment très random. C'est que il y a des jours et des jours où il se passe rien, et puis d'un coup on a des pics. Et justement, je voulais parler des pics un des pics qu'on reçoit et qui nous étonne beaucoup. Donc je rappelle, l'infra du site, elle est très basique, c'est vraiment un side project. C'est un site qui tourne sur Heroku, qui rend une page statique, et on tape sur l'API de Topsy, qui à l'époque est gratuite, sans quota, rien du tout, pas de clé, et c'est le JS qui tape dedans, donc pas notre site. Donc nous, on fait que servir une page statique, ça va être important pour la suite. Et un beau jour, il y a une émission sur MTV aux US, et ils disent qu'ils lancent une hashtag battle, qui est le nom du site, hein. Nous on possède hashtagbattle.com, mais ils pensent évidemment pas à nous. Pour eux, c'est juste une bataille de hashtags, point, entre
Justin Bieber, One Direction, Beyoncé, etc. Et ils invitent les gens à voter là-dessus. Ils font aucun lien vers notre site, hein. C'est vraiment juste, ils mentionnent le mot. Mais très vite, les gens vont taper hashtag battle Justin Bieber, et en tapant le mot, ils vont tomber sur notre site parce que c'est à ce moment-là quasiment le seul site pour faire des battles de hashtag comme ça. Et donc, on se retrouve avec avoir des armées de fans de Justin Bieber, des armées de fans de One Direction, qui vont mentionner notre site dans tous les sens pour faire ces deux batailles. Et ça prend une ampleur de ouf. Donc, on se tape des pics de trafic, je ne me rappelle plus, mais je pense qu'on a des dizaines de milliers de visiteurs connectés en même temps à ce moment-là. Il y a des milliers de tweets à l'heure postés sur ces différents hashtags. Et donc, on commence à recevoir... Enfin, nous, on s'en rend pas compte, mais du coup, l'alerte, c'est qu'on commence à recevoir des alertes de Heroku comme on dépose le quota, alors que on fait que servir des pages statiques mises en cache. Et, et voilà, donc du coup, on se tape des pics et des pics. Alors, voilà, techniquement, c'est pas très intéressant parce que du coup, on fait que taper sur l'API de Topsy qui est juste incroyable que ce soit ouvert, et l'API sera ouverte pendant des années. Donc, on va avoir ce site qui fonctionne avec très très peu de ressources, et qui va nous faire marrer pendant très longtemps avec plein d'occasions comme ça. Ou une autre fois, on va se retrouver, même anecdote, hein, même style d'anecdote, on se retrouve pareil, on reçoit des alertes de pics de trafic, alors que c'est vraiment aberrant qu'on ait des pics de trafic avec la structure qu'on a. Et en fait, on va s'apercevoir que la NHL a décidé de nous mettre, alors que c'est une finale des deux équipes, ils ont mis une iframe vers notre site sans nous prévenir sur les deux homepages des deux équipes qui sont en finale de la NHL à ce moment-là. Donc, on est en plein match, donc je ne sais même plus les stats qu'on avait, mais c'était lunaire. Enfin, c'est une iframe carrément sur le site, quoi. Ils n'ont jamais prévenu, rien du tout. Et là aussi, ça nous a fait exploser les compteurs. Et donc, des comme ça, dans l'histoire de Battle, on en aura plein. Jusqu'à qu'ils annoncent la fermeture de l'API de Topsy parce que ça a été racheté par Apple. Alors, je sais pas ce qu'ils en ont fait. Du coup, elle a été très triste de devoir fermer. On a essayé de trouver d'autres moyens de changer de business model, des trucs comme ça, mais on n'a jamais trop trouvé. Donc, on a eu quelques clients dans l'histoire de Battle, mais rien de fou. Mais du coup, on s'est bien marré. En tout cas, c'était une très belle histoire avec Damien, ce site-là qui était vraiment improvisé, et où on a eu plein de surprises. Voilà, très régulièrement, on avait des pics gigantesques de trafic pour des fois des trucs qu'on mettait du temps à comprendre parce que c'était pas notre culture, ou c'était pas dans le pays. Voilà. Mais bon, très rigolo. Et du coup, voilà, on s'est tapé des gros pics, et c'était jamais très agréable de subir comme ça des pics gigantesques. On se demandait d'où ça venait, comment le régler. La structure était minuscule, on tapait sur un API qu'on maîtrisait pas. Voilà, donc un vieux projet qui nous a bien fait marrer. Voilà, c'était mon histoire spooky pour Halloween. Bah écoute, je te souhaite une excellente journée, et à très bientôt. Ciao, ciao. Salut Mathieu, tu vas bien? C'est Jérémy Dumais, formateur sur les technologies JS et Next.js chez Human Coders. Allez, je te laisse un petit message aujourd'hui qui j'espère te fera plaisir dans cette période d'Halloween. Je me dis, tiens, période d'Halloween, pas de bonbons, mais une belle histoire terrifiante qui me fait déjà à moi froid dans le dos rien que d'y penser. D'ailleurs, John Carpenter, si tu m'entends. Tout commence sur le début d'un projet Vue.js. Donc c'était à peu près un peu plus de 5 ans, mais je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je prépare le socle d'une application web pour un client. Je mets en place mes différentes routes API, des web services divers. Je commence à coder l'intégration de tout cela, et notamment la partie graphique. Donc une fois bien avancé, je me dis tiens, est-ce que ça serait pas le moment pour commit tout ça sur le repo Git que m'avait donné mon client. Donc jusqu'ici, il était vierge. Je commit tout mon travail. Je push. Bien entendu, je sais que je le fais un peu tardivement, mais je me dis voilà, j'ai avancé à fond, les délais étaient serrés, comme d'habitude tu me diras, mais je vais tout de même sauvegarder tout cela sur Git pour être sécure. Je push donc mon premier commit, ça en passe en success, jusqu'ici tout va bien. Je continue mon intégration, donc il me restait quelques pages à créer, des gabarits à réaliser, etc. et tester les différentes données. Donc je finis ma tâche principale pour pouvoir ensuite tout présenter au client le lendemain, parce que j'avais la première maquette à présenter le lendemain pour mon client. Et là, je décide de push la fin du travail d'une journée bien terminée sur le repo Git du client. Et là, j'ai une erreur. Aïe.
Ça y est, ça commence. Bizarre en plus parce que j'arrive plus à push. J'ai une erreur de la clé SSH avec un mail non reconnu. Je me dis, bah bizarre, c'est passé avant, qu'est-ce qui se passe quoi. Donc j'étais à mes débuts dans l'univers Git, moi en ligne de commande. Je connaissais les basiques, mais là je comprenais pas mon erreur. Donc je décide de rechercher un peu sur Internet. Google est notre ami. Et je vois qu'il doit avoir une erreur au niveau de la clé SSH et du mail associé. Donc c'est bien ce que je m'étais dit. J'essaie de changer tout cela, donc je change le mail, je repointe vers un nouveau fichier de config pour SSH, etc. Je teste différentes solutions, ça marche pas. Je teste plein de lignes de commande que je trouve dans différents forums. Les heures passent, je commence un peu à m'énerver, du coup j'entre des lignes de commande un peu diverses sans vraiment réfléchir, et là le commit commence à déconner et je m'aperçois que je fais un reset fatal en entrant diverses commandes Git qui malheureusement me suppriment tout. En plus de ça, j'essaye du coup de récupérer le code, etc. Et là, je m'aperçois qu'en fait, je suis ISO repo Git et que moi-même, j'ai tout perdu en local. Donc la grosse goutte de sueur. Là, c'est le stress qui est à son maximum. Je suis en plein dans un film d'horreur. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas été bon parce qu'en plus j'ai pas committé dès le début et aux différentes étapes, donc je sais que là je vais devoir tout refaire. J'ai perdu plein de jours de taf. Le lendemain, en plus, j'ai fait ça au dernier moment. Donc le lendemain, moi j'ai mon client qui attend la démo avec diverses personnes. Donc là, qu'est-ce que je vais présenter? Voilà, je suis très mal. Je suis très très mal. Donc je me dis, allez, on se démoralise pas, je me fais une raison, je check un peu l'historique de VS Code, merci l'historique de VS Code, j'arrive à récupérer certaines choses, même si j'ai perdu pas mal de choses, et je commence à récupérer le code comme je peux. Et là, je récupère 1-2 fichiers, je me dis mais ça va être super long, j'ai plein de choses à refaire en plus, on est la fin de la journée, j'ai pas envie de faire une nuit blanche. Je décide de contacter une connaissance qui a elle un peu plus d'expérience là-dessus. Donc encore une fois, toujours bon de bien s'entourer, hein. Ça c'est un gros point que je conseille maintenant à pas mal de personnes, notamment dans mes formations ou avec mes divers clients. Et je me dis allez, cette personne va peut-être m'aider, on va voir ce qu'elle peut faire là-dessus. Et là, elle me dit, non, t'as fait un reset, ça a été fatal, en effet. Malheureusement, tu vas devoir tout refaire. Là, je m'acharne, je me dis, mais c'est bizarre, je suis sûr que c'était passé, etc. Il doit bien rester une trace. Il me dit, vu que t'as reset, t'as tout supprimé, il n'y a plus de traces. Il regarde quand même avec moi le repo, et là, par chance, on retrouve, je sais pas quel moyen encore aujourd'hui, une trace de ce commit perdu, qui comportait tout le code. Donc là, alléluia, le code est là. On récupère le hash, j'arrive à récupérer ce commit, je le reprends en local, je check un petit peu, ça fonctionne, j'ai bien les dernières versions. Cette fois-ci, moi, de mon côté, j'avais le bon mail associé à la clé SSH, je refais un commit, je push, ça passe, et là, le code est sur le repo Git. Ouf, happy end, le boss de fin de ce film d'horreur n'a pas gagné, c'est les gentils qui gagnent pour une fois dans un film d'horreur. Et surtout, je suis ultra soulagé. Donc, je vais pouvoir présenter le lendemain à mon client l'application web que j'avais faite. Je vais pouvoir ne pas faire une nuit blanche et dormir, et je vais même avoir ma soirée de libre, du coup, vu que je vais plus avoir besoin de travailler. Donc là, je suis bien rassuré. Je me sors les popcorn qui vont bien et je me dis quoi? Je vais me faire un petit Carpenter pour rester dans le thème que je venais de vivre.
Donc voilà, le lendemain, l'application d'ailleurs, je l'avais bien présentée, ça s'est super bien passé. Le client était content de tout ça, donc j'ai bien pu avancer. Et morale de cette histoire, toujours commit dès le départ et surtout à intervalles réguliers. Peu importe si on veut pas que ça soit mis, etc. ou qu'on n'a pas assez avancé et tout. Franchement, maintenant je le dis à tous mes élèves et à toutes les personnes avec qui je travaille chez divers clients. On commit à intervalles réguliers, on commit le plus souvent possible, début, fin de journée, milieu de journée s'il y a eu des choses de fait qui sont importantes. Et surtout, ne pas faire confiance à toutes les lignes de commande qu'on voit sur les forums. Et quand on voit une ligne de commande qui a l'air d'être bien, franchement, regardez toutes les subtilités et les dangerosités de la chose, la vérifier sur d'autres forums et de se dire ok, si j'ai personne à qui en parler, je la teste parce que je l'ai eu sur différents forums et ça peut passer, mais en faisant une sauvegarde à côté de son côté et en faisant attention de ne pas avoir de problème. Ça, c'était il y a plus de 5 ans, du coup, cette erreur. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Là, j'ai déjà la goutte au front, rien que d'y repenser. Mais bon, j'ai été bien vacciné de tout ça. Ça m'est plus jamais arrivé, heureusement. Et maintenant, j'en parle régulièrement, d'ailleurs, dans mes formations et dans différentes prestats que je vais faire via mon entreprise. Tu te souviens, je suis freelance et j'interviens dans différentes boîtes, en plus d'être formateur chez Human Coders. Voilà, allez, je te laisse, moi. J'espère que tu auras aimé ma petite histoire. J'arrête de remplir ton répondeur. Je te souhaite un joyeux Halloween, une belle journée et je te dis à bientôt. Allez, salut Mathieu, ciao. Hello, c'est de nouveau Mathieu. Merci encore pour vos messages. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à les écouter. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker ou à nous suivre sur Spotify ou Apple Podcast. Nous construisons ce podcast avec vous, donc n'hésitez pas à nous proposer des idées pour les prochains sujets ou encore à participer aux prochains épisodes sur humancoders.com/podcast. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.